C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission d'une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, M. McKenna. Comment ça va en cette fin mars, début avril? Je sais que le printemps s'en vient et je sais aussi, parce qu'on va en parler tantôt, d'au moins une actu qui, à mon avis, flirte dangereusement avec le genre de nouvelles dont on entend beaucoup parler le 1er avril. Exactement ce que je me disais. Ça soulève des inquiétudes, mais nous, c'est vrai, nous sommes là et nous sommes toujours là, en fait, pour parler techno. On va parler d'assurance, de technologie d'assurance. On va parler... moi, j'ai tout un plus gros téléphone que moi. Ton téléphone est plus gros que le mien. J'ai l'iPhone SE parce que c'est intéressant. Oui, toi, effectivement, un nouvel appareil qui m'apparaît extrêmement séduisant du côté d'Android, le OnePlus 10 Pro. On va comparer. On va en parler en tout cas plus tard. Beaucoup d'actualités, grosse semaine. Je ne sais pas si tu veux présenter nos commanditaires tandis que nous préparons notre actualité de la semaine. Tout à fait. Microsoft et TELUS comme gros joueurs techno qui sont nos partenaires pour la saison et aussi la machine à café Jura E8 entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en délicieuse boisson caféinée ou pas de votre choix. L'affichage est magnifique avec un écran qui permet de choisir ses boissons. On a un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café. Un filtre intelligent, d'ailleurs, j'en ai commandé pour le remplacer pour éviter l'accumulation de tartre. Le nettoyage est super facile. Pour nettoyer la machine, une fois de temps en temps, on nous demande d'insérer une petite capsule dans le mécanisme. Je l'ai fait hier. Ça travaille tout seul. La machine devient propre. Et puis, on a même une petite chute à l'arrière pour mettre du café moulu pour peut-être son petit déca de l'après-midi ou du café en poudre un peu différent de son café en grains habituel. Jura E8, Edica, leur distributeur, leur salle de montre, elle est magnifique. C'est très vrai. On va parler bientôt d'un truc. J'ai vu ça. Écoute, je suis encore un petit peu sous le choc, mais je vous le dis en avant-première parce qu'on va en parler avec les jeunes Microsoft. C'est là-dessus que j'ai allumé. On va parler d'intelligence artificielle et d'éthique bientôt. Parce que c'était. Il y a eu, on en a parlé ici à l'émission d'intelligence artificielle et il y a beaucoup de recherches qui se fait du côté médical en ce moment pour améliorer la recherche d'antibiotiques plus puissants ou de médicaments plus ciblés. Mais cette recherche-là, mais exactement ce qui se fait en recherche de ce côté-là, c'est exactement la même chose qui se fait comme genre de recherche pour des armes chimiques, des armes biologiques, du côté de l'armement. Donc, il y a beaucoup de... On va avoir des conversations sérieuses dans les prochaines semaines. Mais on le sait parce que, bon, tu sais, l'économie et tout le reste, ça se numérise de plus en plus. Puis d'ailleurs, j'en parlais cette semaine de ça. C'est un autre enjeu qu'on a au Canada, à l'Internet. C'est drôle parce qu'on le sait, hein, on parle tout le temps du sans fil, ça coûte cher, mais on a un autre enjeu en termes d'infrastructure dans l'Internet résidentiel parce que la fibre, le câble, appelez-le comme vous voulez, là, qui rentre dans votre maison pour votre Internet, c'est aussi un enjeu. J'en parlais cette semaine. Il y a un rapport qui disait que le Canada arrive... c'est le sixième pire pays sur les 38 de l'OCDE en termes de prix et de qualité d'Internet résidentiel. Il commence à avoir des choses sérieuses à discuter de ce côté-là aussi. Je ne sais pas, il faudra en reparler éventuellement avec des gens. J'aimerais ça. Je sais que quand j'ai vu ton article dans Le Devoir, j'étais super un peu découragé. Le Canada cancre d'Internet et c'est déprimant de savoir que, tu sais, si on payait cher, mais qu'on avait un service hors norme, ce ne serait pas si mal. On se dirait, OK, on paye cher, mais on a un très... Non, on paye cher et on n'a pas la plus grande vitesse des pays qu'on n'associe pas nécessairement à des pays hautement technologiques, ont des meilleures connexions Internet plus rapides et moins chères que les nôtres. Donc, j'ai beaucoup hâte. J'espère qu'on va pouvoir en reparler avec quelqu'un dans les prochaines semaines. Alors, effectivement, faire la lumière. Il y a aussi un autre article dans Le Devoir qui a attiré mon attention sur les géants du web qui seraient bientôt forcés de financer les petits médias canadiens. Ouais. Peut-être qu'on va recevoir une commandite de Meta ou de Microsoft. On a déjà un partenariat avec Microsoft, mais imagine qu'on dans ce cas-ci, oui, c'est plus spécifiquement Facebook, mais c'est calqué de ce qui se fait en Australie depuis, je vais dire, 1 an ou 2, là, où ils ont une espèce de fonds créés, financés par Google et Facebook pour justement, parce que c'est eux qui distribuent et qui ont une régie publicitaire à partir de contenus partagés pour lequel ils ne paient pas. Donc, ça, c'est la question. Puis, les grands groupes médiatiques font des ententes à la pièce avec eux, mais là, l'Australie se dit, oui, mais les petits, les hebdos, les petits sites, tout ça, eux, ils se regroupent et ils disent, nous aussi, on veut une partie du gâteau ou de la tarte ou du dessert de votre choix, n'est-ce pas? Et là, c'est ce que le Canada veut faire, semble-t-il. Ça aussi, c'est une autre conversation, parce qu'il y a le projet de loi C11 ou C10, là, je pense qu'il a changé de numéro, mais sur la question du rôle des GAFA dans l'industrie médiatique canadienne, qui est en train d'être débattu. Ça va être lourd. Beaucoup d'actualités à venir.
On va d'ailleurs parler d'actualité. En ce moment même, j'en profite pour dire ceci. L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée sans flafla directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour. Allez sur infobref.com. Ils viennent de franchir le seuil des 7000 abonnés parce que c'est une infolettre. Wow. Et ils font du très bon. Écoute, ils sont en train de se tailler une belle place dans la médiasphère, n'est-ce pas? Parce qu'on entend bien parler d'eux, les jeunes InfoBref. Si ça vous intéresse, allez voir ça. Je parlais de poisson d'avril tantôt parce que quand j'ai vu cette nouvelle-là, Pascal, ça m'a un peu fait penser au fait que les fausses nouvelles sont à la mode le 1er avril. Mais là, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup d'informations, mais on ne peut pas mettre la main là-dessus. Les écouteurs Dyson Zone, parle-nous de ça un peu. Oui, des écouteurs sans fil. La compagnie Dyson, on sait, fait des aspirateurs, elle fait des séchoirs à cheveux, elle a même eu un projet de voiture électrique à un moment. On a failli voir ça. Ça aussi, on pensait que c'était un poisson d'avril. Et tout ça était des designs assez particuliers, ce qui est déjà la signature de Dyson. Exactement. Donc, Dyson se lance maintenant dans les écouteurs sans fil à annulation de bruit qui filtrent l'air. Là, c'est là que le poisson d'avril, je me dis, OK, il y a une blague là-dedans, il y a quelque chose, ça va faire des blagues. Ça fait une espèce de gros masque, qui est comme un casque de vélo de montagne. Là. Je trouve que ça ressemble à un mix entre le look de Bane dans Batman. Dans Batman, l'espèce de oui. masque. Et Ant-Man, l'espèce de visière avec un truc devant la bouche. C'est un peu l'inverse des masques de hockey qui protègent le haut du visage. Celui-ci, comme on dirait, cache le bas du visage. C'est un respirateur, en fait. C'est pour respirer dedans, donc c'est devant la bouche, littéralement. Exactement, sauf que je comprends qu'il est ouvert, ce masque-là. Il pousse de l'air dans le visage, sur la bouche et le nez, et on s'assure que c'est conçu pour un usage extérieur. Donc, même si on a des vents en diagonale, le flux d'air purifié va continuer d'approcher notre visage et notre bouche, notre nez et notre bouche. J'ai été surpris parce qu'on dit qu'il y aurait des filtres électrostatiques qui filtrent 99% des particules avec des filtres au charbon activés pour absorber la pollution. Il y a 2 moteurs qui sont taxés, qui sont près des écouteurs qui vont purifier l'air, pousser l'air filtré sur le nez et la bouche. Donc, c'est conçu pour l'extérieur, conçu pour utiliser toute la journée. Ce que je constate dans les informations de Dyson, c'est que c'est axé sur la pollution. Donc, c'est pas parle pas de virus. Oui, c'est vrai. Virus. Je n'ai pas vu de mention que ça protégeait de la COVID, par exemple, ce qui serait quelque chose d'extrêmement apprécié en ce moment. Les germophobes, ça va peut-être aider les gens qui ont des allergies, mais ça n'aidera pas probablement les gens qui ont des problèmes, qui craignent les virus. Ce n'est pas vendu comme ça en tout cas. Le design, évidemment, c'est celui de Dyson. Ce n'est pas un poisson d'avril. Il y a beaucoup, comme je te dis, d'informations qui me semblent crédibles. Et nous ne sommes pas le 1er avril. On est encore le 31 mars. La nouvelle a été diffusée hier, le 30 mars. Donc, j'imagine que ça se peut. Ça se pose sur la tête comme une selle. Donc, sur une selle d'un cheval et pas comme un arceau comme les écouteurs traditionnels pour balancer le poids des filtres. J'imagine que ça peut être un petit peu plus lourd que des écouteurs conventionnels. Donc, on veut avoir en plus de ça, comme c'est des écouteurs, un son pur, un son avec une annulation de bruit active et passive, donc de l'air pur, du son pur. Ils vont être offerts à partir de l'automne 2022. Je n'ai pas vu d'informations officielles sur le prix de ces écouteurs annulation de bruit de Dyson, mais on sait que Dyson, ce sont des produits qui sont... C'est rarement abordable. C'est rarement abordable. Donc, on parlait de prix autour de 800 $ américains, peut-être 1000 $ canadiens pour des écouteurs annulation de bruit. C'est un petit peu plus cher que des écouteurs d'Apple. Donc, une petite affaire de rien du tout, effectivement. Un peu plus, et ça filtre l'air. Oui, effectivement. Ça va être intéressant de voir, premièrement, si c'est une blague, deuxièmement, si ça vient effectivement marcher. J'ai demandé aux gens de Dyson Canada si on pouvait les utiliser en dessous de l'eau, n'est-ce pas, en référence au poisson d'avril, et on ne m'a pas répondu. Oh! Moi, je leur ai demandé si c'était un poisson d'avril aussi. Pas eu de réponse non plus. Alors, si on a une déception, écoutez, si vous écoutez ça à partir du 1er avril, peut-être que vous allez savoir que c'était une blague. J'ai un bon feeling. Ça me semble une bonne idée de Dyson de faire comme ça. Puis, il y a déjà des écouteurs, des produits qui filtrent l'air similaires qui sont vendus en Asie pour contrer la pollution depuis un moment. Donc, Dyson qui se mettent sur ce marché-là, ce serait logique. C'est pas impossible. C'est pas inimaginable, effectivement. J'y crois. Ouais. On va regarder comme ça, j'y crois. Parlant de choses inimaginables, iMovie sur Windows 11. Juste dire cette phrase-là, ça pouf, mon cerveau éclate. Il y a beaucoup de gens qui achètent un Mac parce que iMovie existe. Et il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup iMovie aussi sur l'iPhone et sur l'iPad parce que c'est une application d'édition et de montage vidéo grand public super simple qui coûte dans le pire des cas 10 $. Donc, c'est vraiment comme un outil pour les gens. Et on le sait, en 2022,
On est sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et on fait de la vidéo de mariage, de fête, de célébration, de vacances, peu importe. Et ça permet, pouf, de créer une petite vidéo rapide avec 2-3 clips qu'on met ensemble. On met une trame sonore, une petite musique, et c'est parti, on exporte. Ça se fait très bien. Il n'y avait pas d'équivalent pour Windows. Et il existe des équivalents, mais ils coûtent cher et c'est pas inclus dans Windows, ou en tout cas, c'est pas intégré comme le fait Apple avec ses propres. On le sait, Apple et leur intégration, n'est-ce pas? Et là, voilà, paf! L'année passée, Microsoft a acheté un éditeur de logiciels qui s'appelle Clipchamp, qui n'est pas un beau nom, mais qui quand même dit ce que ça dit. C'est le champion des clips. Et là, Clipchamp vient d'être intégré de façon native dans la plus récente version bêta de Windows 11. Donc, si j'ai à résumer ce que je viens de dire en une phrase, ça veut dire qu'il y a un nouveau logiciel d'édition vidéo qui s'en vient probablement dans Windows 11 bientôt, qui va être en partie gratuit et qui va être un concurrent pour Windows de ce qui est iMovie pour Mac. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Ce qu'il faut savoir à propos de Clipchamp, c'est que ça existait déjà. Ça va continuer d'exister. Et c'est un logiciel qui est téléchargeable et installable gratuitement, mais qui fonctionne sur un modèle par abonnement. Donc, il faut payer tant par mois pour l'utiliser. Et jusqu'à maintenant, c'était 9 $ par mois en version de base pour exporter des vidéos en HD, donc en haut de 720p. Donc, la seule façon qu'on avait de l'utiliser gratuitement, c'est si on voulait sortir une vidéo en 480p, qui est la résolution de la télé d'il y a 25 ans, là, pour vous dire à quel point c'était... Évidemment, les gens, il n'y a personne qui voulait utiliser ça à cause de cette limite-là. Et là, ce qui vient d'être changé cette semaine, c'est qu'on a, dans la version gratuite, revu ces paramètres, ces réglages d'exportation-là pour qu'on puisse créer des vidéos en 1080p gratuitement. Là, on a quelque chose d'intéressant. Là, je suis en train de l'installer sur mon ordinateur en ce moment. J'ai Windows 11 version bêta. Ça semble très, très jeune comme application. Vidéo en format carré présentée dans la vignette. Moi, juste ça m'irrite. Moi, un format carré pour une vidéo, c'est un peu moins pire que le format vertical. Je trouve vidéo à la verticale, je trouve ça inconcevable. Mais là, qu'on me montre une vidéo en carré, comme... écoute, j'installe. On essaie de le faire, je trouve ça, mais ça semble très chouette. Je l'installe ici, ça travaille, ça me demande mon identifiant dans mon ordinateur. Et écoute, oui, ça a l'air super sympathique. Ça ressemble pas mal à iMovie dans l'interface, donc j'imagine que c'est une façon intéressante d'ajouter ça dans Windows 11. Ça va être intéressant de suivre effectivement comment ça va évoluer, évidemment, parce que je ne sais pas à quel point c'est un outil, mais c'est sûr que c'est un plus d'avoir ça intégré déjà dans ta suite d'applications quand tu achètes un nouvel ordinateur. Et ça manquait aux appareils Windows. Donc, à suivre, évidemment, on va avoir plus d'informations quand cette version-là de Windows 11 va être officielle. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est en version bêta. De toute façon, il y a possibilité pour les gens qui s'intéressent d'aller dans ce qu'on appelle le Insider Program de Windows pour avoir les versions. Ça va dans les réglages de son ordinateur. De Microsoft. Et puis, on nous pousse les versions. Je suis sur le programme bêta. C'est très, très chouette. Là, j'ai déjà le release 581. On nous le donne à l'avance. On a le même très, très avancé. Si on veut avoir la version qui a plus de bugs, moi, je suis un peu craintif. Je veux la version avec les nouvelles. Le niveau de risque est variable, oui, effectivement. C'est ça, quand c'est un peu testé quand même. Tous ceux, je pense, qui nous écoutent, qui sont un peu, qui sont à l'aise avec les technologies, faites pas ça avec votre ordinateur de travail de bureau. Mais si c'est un ordinateur personnel, vous êtes un peu cow-boy, vous voulez les nouvelles fonctionnalités à l'avance, le mode d'évaluation est vraiment, vraiment très chouette. Voilà. Parle-nous de Meta, Pascal, parce que là, il y a des nouvelles d'industrie canadienne. Et c'est le fun parce que là, Messenger va avoir un petit côté canadien, WhatsApp va avoir un petit côté canadien et peut-être que même le métavers va avoir un plus gros côté canadien grâce à cette annonce qui a été faite cette semaine. Oui, j'aime beaucoup ça parce que Meta, j'allais dire métavers, non, Meta tout court. Je pense qu'il faut exprès un peu, oui. Anciennement Facebook, a annoncé la création d'un nouveau centre canadien d'ingénierie qui va être situé à Toronto. Ce qui est le fun, c'est qu'on va avoir là-dedans, on va générer 2500 emplois. Là, les gens vont dire pourquoi tu annonces ça? On est à Montréal, on est partout au Québec, je suis pas à Toronto. Les postes vont être en télétravail. Il y a des postes en télétravail. Donc, partout au Canada, on va pouvoir travailler dans ce nouveau centre à Toronto et participer au métavers, ce nouvel emplacement pour la collaboration Microsoft. Meta met énormément d'argent là-dessus. Ça va aussi permettre donc de créer, on va travailler entre autres sur WhatsApp, sur Messenger, la téléprésence, et on va embaucher des talents qui vont joindre aux équipes de recherche existantes sur les rapports de réalité virtuelle et augmentée, les Reality Labs de l'intelligence artificielle de Meta. En plus, on a annoncé un montant supplémentaire de 510 000 $ en subvention. C'est pas énorme, je pense, comme subvention. C'est comme... C'est tout le temps le fun. Moi, si on me donne 510 000 $, je vais être content, mais pour des subventions comme ça, c'est des restrictions en subvention, comme des
subventions sans restriction à Oui, 17 c'est une grosse différence. laboratoires. Ouais. C'est ça, donc des subventions sans restriction à 17 laboratoires de recherche canadiens qui travaillent sur des thèmes liés à la recherche en intelligence artificielle, toutes les technologies qui vont faire progresser les innovations nécessaires pour construire le métavers. Donc, il y a beaucoup de petits éléments dont on a besoin, je ne sais pas moi, capture de mouvement, et ainsi de suite. Donc, on travaille là-dessus, 510 000 de plus. Très axé sur l'interactivité aussi. L'interactivité, je ne sais pas moi, la gestion du nombre de doigts qu'on peut activer sans capteur, puisque on travaille là-dessus, sur la reconnaissance de... Oui. Moi, si on me donne 510 000 $, je vais vous dire combien j'ai de doigts. C'est ça, je pense que c'est pas beaucoup si on divise par 17 laboratoires. Donc, ça va être très, très chouette. Ça veut dire que le métavers, en quelque sorte, va être un peu canadien. Oui. Ben, on parlait déjà du rôle des laboratoires de Facebook à Montréal en intelligence artificielle dans la création du métavers, mais là, il y en a un petit peu plus. Il y a eu une aide du gouvernement fédéral et du gouvernement de l'Ontario dans cette annonce de cette semaine. Effectivement, c'est... coûte pas cher le talent canadien comparé au talent américain. On peut aller loin avec 510 000. Et ce qui est le fun des subventions comme ça, comme les subventions sont sans restriction, elles sont accessibles au public une fois qu'elles sont publiées. Donc, ce n'est pas que Meta qui en profite, le Canada au complet, l'univers entier va en profiter. Et je trouvais ça très drôle. On peut envoyer sa candidature sur le site metacareers.com. Je n'ai pas vu s'il faut déposer son CV en téléprésence, en avatar. Ce serait la moindre des choses, me semble, d'avoir effectivement, de tout faire ça en version réalité virtuelle. Ce serait assez intéressant, effectivement. Connecté là-dessus. Cool. Merci, Pascal. Ça fait le tour de l'actualité de cette semaine. On prend une courte pause, vraiment courte, pas très longue, genre 8 secondes. Et on revient avec Yann Jeffrey d'une compagnie montréalaise qui s'appelle Breathe Life. On va parler d'assurance et de technologie des assurances qu'on appelle InsurTech. Il y a beaucoup de mouvements dans les assurances. On paye cher. Est-ce qu'on va payer plus cher? Est-ce qu'on va payer moins cher? Est-ce que la technologie va nous l'aider? Restez là, on vous parle de ça et on répond peut-être à cette question-là dans les prochains instants. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à nouveau à Une tasse de tech, l'émission où on parle de techno de plein de façons différentes parce que tu sais, on dit techno puis tu penses tout de suite gadget, mais non, il s'en passe des affaires dans les technos et on a d'ailleurs pour le prouver un invité de marque cette semaine qui, juste avant que tu présentes le segment, Pascal, je vais le dire, c'est la première invitée qu'on réinvite à l'émission. Pas qu'on n'aime pas nos autres invités, mais c'est signe que ce sont des choses importantes dont on va parler dans le prochain segment. Alors, Pascal, s'il te plaît, présente-nous donc ce segment en question. Le podcast Une tasse de tech est une présentation de Microsoft, TELUS, Jura et l'entrevue de la semaine est une présentation de GoDaddy, godaddy.ca qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous voulez un site web, vous avez envie d'un site web, vous voulez concevoir un site web, godaddy.ca. Ils ont tout pour vous. Merci, Pascal. La meilleure voix d'annonceur. C'est excellent. C'est drôle parce que d'habitude, pendant ce temps-là, j'accueille notre invité, mais on l'avait déjà avec nous. Donc, on va tout de suite passer aux choses sérieuses avec Yann Jeffrey, qui est fondateur et chef de la direction de Breathe Life. Breathe Life, c'est une start-up qui a été créée, et tu vas me corriger, Yann, c'est sûr, il y a, je vais dire, 3 ans environ, et qui se spécialise dans le secteur de l'assurance. C'est les technologies de l'assurance qu'on appelle avec le mot anglophone InsurTech. Qui vient d'être acquise par une compagnie américaine qui s'appelle SE2 pour se donner comme un deuxième élan dans la croissance de ses affaires. Yann, bonjour et bienvenue. Re-bienvenue à Une tasse de tech. Salut. Content d'être ici. Ben, écoute, on est content de t'avoir. Explique-nous un peu ce que vous faites chez Breathe Life et qu'est-ce qui s'en vient là, maintenant que vous faites partie d'un plus grand groupe d'assureurs américains. Super. Ben, en fait, je te corrigerai peut-être, Alain. On a commencé en janvier 2018, donc c'est 4 ans. Ah, 2022, exactement. Bien vu. On dirait que ça fait juste 3 ans, mais ça fait 4 ans. Puis c'est ça. Donc, nous, ce qu'on a bâti, c'est une plateforme SaaS, white label, qu'on vend à des compagnies d'assurance qui permet aux compagnies d'assurance de vendre des produits d'assurance vie de façon digitale, 100%, donc plus de papier. Imaginez-vous, il y a encore du papier dans la vente d'assurance vie. Donc, on livre cette plateforme-là aux compagnies d'assurance qui, eux, donnent notre outil à la disposition des conseillers financiers qui permet aux conseillers financiers de vendre des produits de façon très, très moderne, de la façon qu'on s'attend à tout acheter. Et la compagnie d'assurance peut aussi permettre aux consommateurs d'acheter de façon self-serve, donc ils peuvent acheter de chez eux sur leur téléphone mobile en pyjama à 10 heures le soir s'ils ont envie. Puis c'est une plateforme qui est disponible partout en Amérique du Nord. Puis on a des clients aux États-Unis et au Canada. Ça coupe les intermédiaires un peu. Est-ce que ça permet de faire baisser le prix des assurances? Parce qu'il me semble que les gens disent toujours que ça coûte cher, ces affaires-là.
Ben, en fait, peut-être à long terme, ça pourra le faire. En ce moment, là, dans l'industrie de l'assurance vie, il y a énormément d'erreurs dans le processus de vente, right? Parce que c'est beaucoup un processus papier. Puis Mhm. là, souvent, c'est la compagnie d'assurance reçoit un papier, puis il y a quelqu'un qui tape l'information ou qui le faxe, imagine-toi donc, ou qui le scanne. Il y a beaucoup d'interventions humaines dans le processus, tandis qu'avec un système comme le nôtre, il n'y a pas de place à l'erreur parce que le conseiller financier ou le consommateur ne peut pas acheter le produit d'assurance à moins que toute l'information soit rentrée en bonne et due forme. Donc, on élimine 100 des erreurs dans le processus. Fait que ça pourrait avoir un effet, oui, sur les prix d'assurance vie à plus long terme. C'est vrai que le secteur de l'assurance, c'est une vieille industrie. Hein, puis ça fait partie de ce qu'on appelait l'insurtech, ce qu'on vient de dire, il y a deux phrases, de plus grand mouvement des technologies financières qui sont les fintech, qui visent à moderniser beaucoup tout ce qui touche aux finances au sens très large, et l'assurance fait un peu partie. Parce qu'on dit toujours FNI quand on parle de ces choses-là, finance et assurance. Et là, effectivement, on a vu depuis 2 ans un mouvement vers, évidemment, le numérique dans plein de secteurs, mais on a vu un peu ce mouvement-là au niveau des assureurs plus spécifiquement, parce qu'on a vu beaucoup de publicité dans ce sens-là. C'est le début d'une grande transformation, j'imagine. Vous, ce que vous offrez, c'est une façon d'un peu justement de numériser ce secteur-là. Est-ce que c'est juste le début ou est-ce que c'est ça qui est ça ou on va voir d'autres innovations dans ce créneau-là? Ben, en fait, c'est quand même le début. Si on pense au mouvement qui s'est passé 15-20 ans dans le monde bancaire, là, nous, on est comme au début de cette transformation-là dans le monde de l'assurance. Puis si on recule peut-être il y a 5 ans, ce qu'on a vu beaucoup, là, c'est les compagnies comme Sonnet, Guidewire, des compagnies qui ont offert des services directement aux consommateurs en enlevant l'assureur du mix, Mhm. en Les enlevant grands les courtiers, là. intermédiaires. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que ça fait peut-être 5 ans là, que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies aux États-Unis qui le font. Puis là où nous, on se présente, nous, on est plus un facilitateur, ou je dirais en anglais un enabler, right? Mhm. Donc, on ne compétitionne pas directement avec les compagnies d'assurance. On leur permet à eux d'offrir le type d'expérience que ces autres compagnies-là font directement aux consommateurs, mais de façon comme un ami à l'industrie. On les aide à livrer le genre d'expérience que les consommateurs s'attendent à avoir. Fait que cette catégorie-là d'enablers, il y en a beaucoup moins des modernes. Il y en a des vieilles compagnies qui sont là depuis 15-20 ans, 30 ans même, puis c'est des expériences épouvantables. Fait que dans, mettons, la nouvelle génération d'enablers, il n'y en a pas tant. Puis c'est une grosse, grosse, grosse opportunité parce que, comme vous le savez, les compagnies d'assurance, ils ont énormément de capital. Donc, c'est pour ça que nous, Oui. on est allé dans ce domaine-là. Ils ont un capital financier, peut-être un moins grand capital de sympathie auprès des consommateurs, pour plein de Peut-être, raisons. peut-être. Pour vous spécifiquement, là, chez Breathe Life, cette transaction-là, cette acquisition-là, ça va vous permettre de. Vous demeurez à Montréal, mais ça vous permet aussi de prendre un nouvel élan. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous à court, moyen terme? Bien, en fait, c'est peut-être un petit peu d'histoire sur comment ça s'est passé. Tout ça, nous, on était en levée de fonds à la fin de l'année passée. Puis pendant qu'on faisait ça, on a commencé à avoir, je m'excuse, j'étais en anglais, là, mais du inbound, là, des compagnies qui rôdaient autour de nous autres, qui avaient vu qu'est-ce qu'on faisait, puis qui voulaient peut-être nous acheter. On a décidé d'écouter le marché un peu, voir qu'est-ce que ces compagnies-là avaient à nous dire. Puis on était vraiment à une position où est-ce qu'on lève du capital et on continue à bâtir notre business de façon indépendante ou on se joint à une compagnie qui a la même vision que nous, qui va nous permettre potentiellement d'atteindre nos objectifs plus rapidement. Puis c'est le parcours qu'on a choisi. Dans SE2, on a rencontré un partenaire qui voyait le futur de l'assurance, spécifiquement l'assurance vie, de la même façon que nous. Ils ont investi beaucoup de capital dans notre business à travers l'acquisition. Ils veulent bâtir l'équipe à Montréal. Ils veulent faire de Montréal un tech hub pour leur compagnie. Eux sont déjà 1700 employés. Ils OK. veulent engager beaucoup à Montréal. Puis pour moi, personnellement, là, Ian, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Je ne j'allais pas parler avec une compagnie qui ne voulait pas investir dans Montréal. Fait que Qui a liquidé, c'est ouais. Mhm. ouais, exactement. C'est super positif. On est déjà 55 à Montréal à peu près. OK. On est 65 au total. Puis ils veulent grandir l'équipe ici. Déjà, on parle de magasiner un nouveau bureau pour être capable de faciliter plus de gens au bureau et tout ça. Fait que c'est vraiment positif pour notre entreprise, c'est positif pour les gens dans l'entreprise, puis c'est positif aussi pour
pour l'écosystème à Montréal. C'est vraiment une bonne nouvelle. J'allais dire, pourtant, votre bureau, il a l'air pas mal chouette, là, ce qu'on voit derrière toi. Je suis un peu Oui, jaloux. je suis dans le bureau en ce moment, oui. Tu as touché un truc, tu as dit un truc qui va me faire rebondir dans une autre direction un peu. Il y a des gens qui se sont mis à rôder autour de votre entreprise, des entreprises que je présume étaient étrangères. On a eu cette conversation-là, une tasse de tech, il y a un petit bout de temps avec, dans un autre créneau des technos où on parle beaucoup de, il y a beaucoup de capital pour les startups pour démarrer, pour amorcer, pour préamorcer même. La série A a l'air assez facile à obtenir auprès des investisseurs plus, soit des institutions ou des privés, mais il manque un peu cette espèce de coup de pouce pour un deuxième élan, ce qui ouvre la porte à beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent beaucoup acheter ce qui se lance ici comme entreprise. Est-ce que tu as un peu cette impression-là de ton côté? Est-ce que tu vois, est-ce que par exemple, avoir eu un meilleur accès à du capital de deuxième, je ne sais pas comment on dit ça, là, je ne sais pas, tu es rendu dans la croissance de ton entreprise, mais cette espèce de deuxième élan, est-ce que ça aurait facilité? Est-ce que ça vous serait encore une entreprise indépendante aujourd'hui? Bien, en fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce sentiment-là. Comme je disais il y a quelques secondes, là, on avait un term sheet. Donc, on avait des investisseurs qui étaient prêts à investir, puis ces investisseurs-là, c'était des investisseurs canadiens. Je pense qu'ultimement, il y a beaucoup, beaucoup de capital en ce moment dans le marché, que ce soit au niveau du pre-seed, du seed, de la série A à la série B. Moi, je pense pas que c'est un problème réel. Puis, il y a beaucoup d'investisseurs maintenant aux États-Unis qui regardent spécifiquement à investir dans des compagnies qui ne sont pas américaines. Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent à travers le monde, puis il y en a que ça fait partie de leur thèse d'investissement. Fait que si l'entrepreneur a un bon produit, une bonne vision, les bons métriques, je pense qu'il y a du capital en masse dans le marché. Puis c'est peut-être parce que les compagnies ne sont pas assez matures, puis c'est peut-être pour ça qu'ils ne réussissent pas à lever du capital. Mais nous, on n'a pas vendu la compagnie parce qu'on n'avait pas accès à du capital. On a vendu la compagnie parce qu'en regardant notre vision à long terme, on pensait qu'on allait arriver à notre objectif plus vite en se joignant à une plus grosse compagnie que de le faire de façon indépendante. Ah, ben, c'est intéressant. C'est bien d'avoir un point de vue contraire parce qu'effectivement, l'impression qu'on a, c'est on abandonne un peu les entreprises à un certain niveau crucial de leur croissance. Donc, tu ne constates pas vraiment ça en ce moment au Québec, là. Non, moi, je le vois pas. Il y a beaucoup, beaucoup de capital dans le marché en ce moment. Ouais. Il y a quand même un mouvement de consolidation. Je ne sais pas, c'est drôle parce que j'en entends parler dans différents secteurs. Est-ce que tu vois ça un peu dans l'assurance au sens plus large, là, pas nécessairement dans le monde des technologies de l'assurance, là, mais évidemment, on l'a vu au Québec avec SSQ et La Capitale qui sont devenus Beneva. Est-ce que c'est un mouvement plus d'industrie, ça? Oui, définitivement. Il y a beaucoup de consolidation dans le monde de l'assurance, spécifiquement dans l'assurance vie. Le monde de l'assurance vie et de l'assurance en général est très dépendant des taux d'intérêt. Puis ça fait des années que les taux d'intérêt sont vraiment très, très, très bas. Donc, les plus petites compagnies ont de la misère à être plus rentables. Donc, il y a beaucoup, autant au Canada qu'aux États-Unis, beaucoup de consolidation. Ça fait des très grandes entreprises. Évidemment, je n'ai pas du tout tous les détails là, de ce qui s'est passé avec SSQ puis La Capitale, mais en se joignant ensemble, ça devient une méga grosse compagnie d'assurance. Beneva, c'est immense. C'est dans les top 5 au Canada maintenant. Fait que, c'est pas un petit joueur, c'est vraiment un gros joueur. Puis on le voit partout au Québec. Là, on les voit, les annonces, ils font une très bonne job. Fait que c'est définitivement, par contre, une réalité de notre industrie. Là. Il y a beaucoup de consolidation, mais nous, notre choix de se joindre à SE2 a vraiment rien à voir avec cette consolidation-là. Ben, c'est souvent consolidation, c'est une occasion de faire le fameux anglicisme, de la disruption, de la perturbation, en tout cas d'un peu de casser les modèles établis. Est-ce que pour vous, c'est une occasion en anglais, encore une fois un anglicisme, une opportunité pour faire avancer un peu votre technologie? Bien, c'est sûr que plus il y a de consolidation, moins il y a de clients potentiels pour nous. Fait que je le vois peut-être plus comme un défi qu'un positif. Par contre, plus la compagnie elle est grande, plus ils ont de budget également. Donc, c'est comme, il y a comme two sides of the coin, comme pour utiliser des expressions anglophones. Mais reste à voir. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau des dernières 5 années. Là. Ça fait quand même longtemps que ça se passe dans l'industrie de l'assurance. C'est intéressant. Donc là, tu disais 55 à Montréal, 65 au total. Est-ce que vous êtes en mode embauche? Est-ce que les gens qui rêvent de travailler dans l'assurance et qui ne savent pas trop, j'imagine que vous devez être un employeur de choix, il me semble. J'aurais le réflexe de penser ça. Est-ce que j'ai raison? Bien, en fait, je peux te donner une idée là, de la croissance. Là. On était 30 au mois d'octobre. On a doublé, ça c'est en quelques mois, on a doublé la grosseur de l'équipe, c'est ça. Puis en plus des 65 qui sont employés temps plein, on a 35 consultants temps plein
sur le côté également. Là, fait qu'on est comme 100 personnes qui travaillent sur le produit. Fait que oui, on est en mode embauche, on a beaucoup de travail à faire, puis on a besoin de grandir l'équipe. Puis idéalement, comme je disais tantôt, autant nous que SE2, on veut grandir l'équipe au Canada, moi particulièrement Montréal, parce que j'ai Montréal tatoué sur le cœur. Là, ça fait longtemps que je l'ai dit. C'est une des raisons pourquoi j'ai commencé Founder Fuel il y a une dizaine d'années déjà. Là. Pour moi, Montréal, ça reste une place très importante, puis je vais essayer de contribuer à son essor économique autant que je peux. On va suivre ça avec intérêt. Ça fait longtemps. D'ailleurs, je pense que quand tu étais arrivé dans Thunder Fuel, on avait fait une entrevue ensemble. C'était une des premières fois qu'on se parlait. Ça fait quand même assez longtemps, comme quoi que personne n'a rajeuni. Mais c'est une autre histoire, c'est une autre conversation. J'avais pas de blanc dans la barbe. Moi non plus. Écoute, Yann Jeffrey, fondateur et chef de la direction de Breeze Life. Est-ce que j'imagine que ton titre va changer, mais tu restes au sein de l'entreprise? Oui, c'est ça. Donc, je continue à diriger l'équipe. Comme je disais tantôt, on a beaucoup de travail à faire. Puis, le SE2, dans le fond, eux, la raison principale qu'ils nous ont acheté, c'est qu'ils planifiaient bâtir une plateforme comme la nôtre. Puis, en nous regardant nous, évidemment, c'est un accélérateur majeur pour leur roadmap. Donc, on continue à bâtir l'équipe, pour continuer à pousser puis grandir l'équipe également. Excellent, c'est intéressant. On va suivre ça de très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à une tasse de tech. C'est très intéressant. Bonne chance pour la suite, puis au plaisir de se recroiser dans un événement techno montréalais de choix, n'est-ce pas? Merci à vous. Ça fait plaisir d'être là. À la prochaine. Nous, on prend une très courte mini-pause de rien du tout et on vous revient avec deux téléphones, hein, Pascal? On parle vraiment de téléphonie, mais deux téléphones chacun à sa façon très excitants. Restez avec nous, ce ne sera pas long. On revient dans une seconde. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech, troisième et dernier segment de l'épisode de la semaine. C'est rare qu'on parle d'assurance, il fallait quand même le mentionner. Il y a plein de trucs autour de ça. C'est une start-up montréalaise qui était spécialisée dans le secteur de l'assurance. Puis juste ça en soi, c'est spécial. Puis tu vois, on parle beaucoup de l'acquisition par des sociétés étrangères. Puis dans ce cas-ci, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça leur permet de propulser leur croissance dans un créneau qui a besoin d'être révolutionné, l'assurance, comme bien d'autres. Il parlait de fax, tu sais, comme dans le secteur de la santé, il y a des fax encore. C'est ahurissant que ce soit encore un truc. Tu sais, de la même manière que la révolution des fintech permet maintenant d'investir plus facilement, de trouver des trucs. L'assurance, je pense que je suis en train de me battre avec mon assureur en ce moment. Il faut envoyer des formulaires, des soumissions, puis c'est encore sur papier. J'ai reçu un courriel, il fallait que je réponde dans le courriel. Je suis comme, il y a peut-être une couple de trucs dans l'assurance. Ça va certainement arriver. Ça va s'améliorer éventuellement, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Juste en profiter, parce que là, on va parler de gadgets. Mais avant, juste rappeler à tout le monde qui nous écoute que vous pouvez non seulement nous écouter, vous pouvez nous regarder aussi parce qu'on a une vidéo et inversement. Si vous nous regardez, vous pouvez nous écouter. Parce que nous sommes sur Facebook, facebook.com/une tasse de tech. Nous sommes sur YouTube, youtube.com/une tasse de tech. Grâce au sympathique Jean de C23, qui est la division numérique du groupe Cogeco, nous sommes sur les plateformes balado de votre choix, que ce soit Apple Music, Spotify, Google. J'ai Apple Music, je pense que c'est Apple Balado parce que c'est Google Balado. Il y a aussi Spotify, évidemment, je viens de le dire. Il y a Deezer. Bref, la plupart des plateformes où vous écoutez vos balados préférés, nous sommes là et vous pouvez aller écouter non seulement l'épisode en cours, là, si vous écoutez déjà, ça serait un peu redondant, mais vous pouvez aussi aller voir nos archives parce qu'on en a beaucoup. Je regardais tantôt, nous sommes dans notre 96e épisode au total d'une tasse de tech. Je ne connais pas beaucoup de balados qui ont ce genre de niveau d'archives, surtout pas dans les technos au Québec. Donc, ça vaut la peine. Vous irez voir. Notre invité, juste tantôt, Yann Jeffrey, c'était un de nos premiers invités à vie d'une tasse de tech pour vous dire comment. Et ça fait longtemps, ça fait au moins 3 ans. Et il m'a repris. D'ailleurs, lui, ça faisait 4 ans. Peut-être que ça fait même 4 ans puis que je ne me suis pas rendu compte. Mais vous voyez, on en a beaucoup derrière la cravate. Et on en a encore plus qui s'en vient parce qu'on va parler de 2 gadgets. Et je vais commencer avec le tien, Pascal, parce que la présentation vient d'avoir lieu. Et sérieusement, je regardais la fiche technique et les capacités, parce qu'évidemment, c'est une évolution du téléphone parce qu'on va parler du OnePlus 10 Pro, mais le OnePlus 9, même si c'est compliqué à dire, c'est un bel appareil avec une nouvelle caméra. Et là, ils ont encore en plus amélioré leur caméra, qui est avec la compagnie Hasselblad. Parle-nous un peu de ce nouvel appareil. Oui, le OnePlus 10 Pro, un téléphone qu'on peut se procurer uniquement par Internet. Donc, beaucoup de gens me disent aussi que je peux l'essayer en boutique. Je peux aller Ils n'ont pas de boutique à Montréal encore. Il faut l'acheter en ligne. Donc, c'est un acte de foi. Mais c'est une compagnie OnePlus qui voulait à l'époque révolutionner les téléphones, les flagships, les téléphones coûteux. Pas cher, oui, c'est ça, exact.
Et il lançait le OnePlus tout court, le premier. Il n'était pas cher et il était performant. Il n'y avait pas toutes les caractéristiques des téléphones coûteux, mais il se démarquait en étant abordable avec le processeur puissant, beaucoup de mémoire vive, des téléphones vraiment chouettes. Mise à jour rapide de l'OS, oui. Mise à jour rapide de l'OS, un bel avantage avec Android. Souvent, les téléphones, même LG à l'époque, ça traînait des fois. Même Samsung, des fois, les mises à jour ne sont pas super rapides. OnePlus, habituellement, était le premier à avoir les nouvelles mises à jour d'Android. Le One 10 Plus, au fil des années, malheureusement, le prix de vente a augmenté. Ils sont moins devenus un flagship abordable, ils sont devenus un flagship tout court. Toute la qualité du téléphone s'est améliorée au fil des années. Meilleur écran, meilleure caméra, meilleure... D'ailleurs, la faiblesse souvent des téléphones OnePlus, c'était la caméra. Depuis le OnePlus 9 Pro, 9 et 9 Pro, on met de l'avant une collaboration avec Hasselblad pour améliorer le système de caméra. Et avec le One 10 Plus Pro, le OnePlus 10 Pro, on améliore. On est rendu à la deuxième génération de la collaboration avec Hasselblad. Je t'interromps tout de suite parce que tu parles d'Hasselblad. Il y a aussi le capteur qui est de Sony, qui est excellent en passant, effectivement, qui est une double, en fait, donc une triple collaboration, puisqu'il y a aussi OnePlus. Mais effectivement, ça fait un appareil photo qui est assez fou. Je ne sais pas sur le 10 de quoi il a l'air, mais sur le 9, il était quelque chose. Écoute, c'est assez joli. On a changé un peu la configuration des caméras. Au lieu d'être une bande, au lieu d'être une ligne avec les deux capteurs principaux, c'est maintenant une espèce de carré. Un carré avec une espèce de bouton qui indique P2T 50T. Et ça, je me demandais beaucoup c'était quoi, pourquoi mettre ça en valeur sur son téléphone. Ça veut dire que c'est pas en l'honneur d'un robot de Star Wars, parce que P2T, 50T, ça ferait un très bon nom de robot, genre R2D2. Mais non, P, c'est pour phone, 2D, c'est pour Second Generation Hasselblad Camera, et 50T, c'est pour les capteurs 50 mégapixels des caméras, 48 en fait. Je ne trouve pas ça très utile. Ça prend des très belles photos. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre, j'aimerais ça aller en voyage, j'aimerais ça avoir une occasion, je me sens avoir des enfants, prendre plein de beaux portraits, ainsi de suite. Pandémie oblige, je travaille seul à la maison oblige, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de m'en servir, mais c'est amélioré. On a maintenant un mode grand angle 150 degrés avec un mode fisheye, si on veut. L'intelligence artificielle corrige un peu la déformation. Si on veut, on peut enlever ce mode-là. Et là, on a une espèce de déformation des vidéos de rap des Beastie Boys là, avec le. Ah oui, c'est ça que tu penses quand tu dis fisheye. Ah oui, OK. C'est une bonne référence, ça l'a dit. Mais moi, je ne pensais pas à ça, mais tu as raison. Je le vois. Les vidéos de skate, souvent, c'était l'espèce d'esthétique des vidéos de skateboard, ainsi de suite. On a un zoom optique 3.3x. Un truc qui est particulier, ça a évidemment, la dernière génération de processeurs, c'est le Snapdragon 8 génération 1, donc le même que les téléphones de Samsung. Un 8 GB de mémoire vive qu'on peut bonifier de 2 à 5 GB de plus en utilisant le stockage du téléphone. Il est basé sur Android 12 avec Oxygen OS. Donc, certaines rumeurs disaient que ça allait être Color OS, le système qui est utilisé dans la première version qui a été lancée à l'extérieur de l'Amérique du Nord, c'était Color OS. C'est Oxygen OS que j'ai reçu dans le téléphone, la version canadienne. La recharge est extrêmement rapide. Ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'Apple traîne la patte un peu. Ah oui, Apple, la recharge sans fil et avec fil. Celle avec fil prend 34 minutes pour passer de 0 à 100%. 34 minutes. Et ça, c'est avec une pile de 500 mAh. Et ça, même si la recharge rapide est limitée à 65 watts en Amérique du Nord, ailleurs, si vous regardez des specs asiatiques, européennes, c'est 80 watts. Ici, c'est seulement 65 watts et pourtant, 34 minutes. Je pense que ça prend 32 minutes si on a le 80 watts. Fait que ça ne fait pas une énorme différence. On n'a pas cette grosse différence-là. La recharge rapide est aussi extrêmement rapide par induction. Donc, on peut le recharger, c'est vraiment rapide. Puis, évidemment, l'écran de 6,7 pouces de diagonale, c'est un AMOLED de 120 Hz fluide avec rafraîchissement variable pour économiser la pile. S'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, c'est pas beaucoup de rafraîchissement, moins de consommation d'énergie. Vraiment, vraiment magique. Ils expliquent... Excuse-moi, ils expliquent comment ils ont fait la technologie d'écran. Ils ont vraiment une belle technologie qu'ils peuvent chiffrer en utilisant le taux de rafraîchissement variable. Ils gagnent 1h30 d'autonomie par charge. C'est quand même pas rien. C'est du beau travail. C'est des belles optimisations. Puis évidemment, les mises à jour sont faites régulièrement, ça fait que ça va sûrement s'améliorer. Un truc qui est le fun, on a maintenant un mode vidéo qui permet de filmer avec la caméra qui nous fait face, la caméra à selfie et la caméra principale en même temps. C'est un mode que j'ai déjà vu sur d'autres appareils, mais en tout cas, avec celui-ci, c'est nouveau. J'ai pu
On peut se filmer réagissant. Les influenceurs vont bien aimer ça. Wow, oh my God, des faces de réaction qui marchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Un truc qu'il faut savoir cependant, je l'aime beaucoup. Deux choses peut-être qu'il faut savoir. Sur une vidéo de Jerry Rig Everything, si vous aimez les trucs qui font trembler, on montre qu'on peut prendre le OnePlus 10 Pro et le casser en deux très facilement. Ouch. Le joint où il y a la pile et le bloc de caméra et les boutons sont dans la même partie. Donc, il y a une partie fragile du téléphone. Il y a une faiblesse. Wow. Une faiblesse. Est-ce que ça a été corrigé sur le modèle nord-américain? Je ne le sais pas. Mais c'est quelque chose à considérer l'achat d'un étui. Ils ont des très beaux étuis et je vais me permettre pour les nostalgiques, ceux qui sont familiers avec la marque, une chose qui était caractéristique du premier OnePlus et des suivants, c'était l'espèce de côté rugueux, une espèce de côté papier sablé du dos du téléphone qui empêchait qu'il glisse de sa poche. J'aimais beaucoup ça. C'est devenu, au lieu d'être dans le téléphone, c'était dans la coque ensuite. Ils sont revenus avec une coque qui a cette espèce de sensation un peu papier sablé que j'aime beaucoup. Considérez l'acheter avec l'achat du téléphone. Le téléphone, deuxième chose à savoir, il n'est plus, comme je l'ai mentionné en intro, c'est plus un téléphone abordable. Il est 1149 $ pour le modèle canadien. C'est la configuration 8 GB de RAM et 128 gigaoctets de stockage. Avant, on avait 12 GB de RAM. J'imagine que c'est le nouveau processeur qui peut-être a moins besoin de cette masse de mémoire vive. Ça se compare au Galaxy S22 de Samsung à 1099 et le Pixel 6 Pro à 1179. C'est dans le même 50 $ près, c'est dans ces eaux-là. Donc, ce n'est plus un téléphone abordable. Mais c'est un téléphone qui est assez fantastique si on veut quitter le bastion. C'est un téléphone haut de gamme et qu'on veut quitter le bastion Samsung ou Apple, c'est à considérer. C'est un téléphone que j'aime beaucoup. C'est le téléphone que j'utilise au quotidien depuis un petit bout de temps. Je trouve un peu plus sexy que d'autres téléphones. Je vais ajouter à ça que la marque OnePlus a son contingent de fans au Québec et au Canada. Et c'est souvent des gens qui sont plus à l'aise avec les technos parce que la façon dont la marque a émergé, c'est effectivement en se vendant en ligne, particulièrement sans le soutien d'un fournisseur, d'un grand fournisseur, d'un grand réseau. Mais ils ont leur contingent et leur lot de fans. Et c'est une marque, c'est pas une marque chinoise weird que personne ne connaît, c'est vraiment une marque qui a une réputation et qui fait des produits qui, clairement, ont toujours satisfait une certaine catégorie d'utilisateurs assez avancée. Et là, malheureusement, effectivement, le prix a monté, mais c'est quand même des appareils intéressants. Et je vais être curieux de l'essayer, de comparer l'appareil photo avec celui du Pixel 6 Pro. Et peut-être accessoirement celui du S22 qui m'a un peu déçu, mais effectivement, ça joue fort dans la photo là, en ce moment et dans la vidéo, en fait, je devrais dire, sur les téléphones. On est tellement maintenant dans la photo computationnelle, la photo informatisée. Le fameux, c'est plus le capteur, c'est vraiment, mais le traitement de la photo maintenant travaille plus que le logiciel. Mais là, maintenant, ils ont amélioré les capteurs, ils ont amélioré le traitement de photos et il y a aussi un mode pour ceux qui veulent travailler en RAW. On peut filmer en RAW et ils ont un mode qui permet de gérer 1 milliard de couleurs, 12 bits, je crois. Oui, ils enregistrent en 12 bits plutôt qu'en 8 bits. Et ils ont aussi ils utilisent le spectre de couleur P3 là, qui est dans l'industrie, entre les gens qui savent. Exactement. Ceux qui il y a une certaine savent fidélité. C'est le mode RAW qui va permettre de prendre des très, très belles photos et de les traiter à ta façon sans avoir le filtre que les gens ne se rendent pas compte. C'est des gens que certains reprochent maintenant aux appareils Galaxy S22, Apple. On veut tellement te donner la belle photo avec l'intelligence artificielle et le traitement de la photo que tu n'as pas ce que tu veux nécessairement parce que c'est ce que... Donc, si on a le mode RAW, ça permet de compenser cette option-là. Donc, le OnePlus 10 Pro, on va le dire correctement une fois au moins, très chouette option pour les fans de la marque. Ce n'est pas une révolution, c'est une belle évolution. Et puis, j'ai hâte d'avoir une occasion de prendre des très belles photos avec le nouveau mode grand angle. Effectivement. Ça va être à suivre. Merci, Pascal. On va suivre. On en reparlera parce que de toute façon, j'ai le S22 Ultra dont je voulais parler aussi. Parce qu'il y a ce fameux appareil photo. Je pense qu'il y a 5 objectifs. Là, c'est une drôle de bébite, là, mais on en reparlera. On comparera nos notes, sans doute. Avant d'en arriver là, on va parler d'appareils plus abordables. Et c'est quand même étonnant. J'ai dans la main l'antithèse peut-être du OnePlus 10, le iPhone SE d'Apple qui... Évidemment, je n'ai pas besoin de réexpliquer qu'il y a des plus et des moins flagrants sur cet appareil-là, mais il a été lancé par Apple la semaine dernière, ou il y a peut-être une dizaine de jours.
comme un appareil d'entrée de gamme à 579 au Canada, qui n'a pas besoin non plus d'être mystérieux. On le voit tout de suite au premier coup d'œil. Ça reprend le design du iPhone 6, 7, 8, je ne sais pas trop, mais parlons du 8 parce que c'est vraiment le comparable. Donc, il y a cette espèce de petit affichage de 4,7 pouces de diagonale. Il y a aussi la touche d'accueil au bas, donc sur sa bande noire avec le fameux capteur d'empreinte Touch ID, qui, dans le département du capteur d'empreinte, est excellent. Il y a juste le défaut de ne pas être intégré à l'affichage et donc de limiter un peu l'espace où on peut avoir des pixels, qui est souvent le truc qui a été adopté par pas mal tout le monde du côté d'Android en ce moment. Y compris le OnePlus 10 Pro. Tu vois, et ça s'est raffiné parce qu'on a maintenant 2 ou 3 générations de ces capteurs-là qui maintenant s'est rendu assez précis aussi. Donc, on peut mettre le pouce à peu près à la bonne place et ça marche plutôt bien, pas mal souvent du premier coup. c'est une phrase compliquée, là, mais pour ça, pour dire que ça doit marcher dans à peu près 90% des cas. Et c'est un iPhone SE, donc c'est un appareil qui se présente comme pas cher et comme remplaçant en fait, du iPhone SE de deuxième génération, qui était le modèle d'avant, qui a comme particularité principale d'avoir une antenne 5G. Et ça, on dit que c'est pas tant pour le consommateur que pour les fournisseurs de services sans fil qui voulaient un appareil d'entrée de gamme Apple de l'année, donc courant, pas une génération d'iPhone précédente vendue moins cher. On veut vendre le 5G aux consommateurs. Et on veut pousser la 5G. Et c'est là où on peut avoir une belle conversation sur est-ce qu'on a vraiment besoin, quand on achète un téléphone comme celui-là, d'avoir une antenne 5G? Et je vais vous dire tout de suite, non, parce que ça va vous coûter plus cher, parce que la vidéo va être, tout s'optimise sur le réseau pour vous offrir la meilleure qualité possible de ce que vous faites en ligne. Et la 5G, comme c'est plus large, va vous donner plus de pixels, plus de bits, disons, si on veut, même d'octets, en tout cas, dites ça comme vous voulez, pour un affichage de 4,7 pouces qui n'a peut-être pas besoin d'une vidéo 4K, on se comprend. Donc, effectivement, ça va vous forcer d'avoir un forfait et c'est là où on va avoir un autre problème. Votre forfait va être à négocier. C'est une autre conversation totale parce que peu importe le téléphone que vous achetez en ce moment, le forfait est à négocier. Pour l'iPhone SE, parlant du iPhone SE de génération précédente, la batterie a aussi été beaucoup améliorée, mais ça donne une autonomie de 15 heures par charge, qui est quand même, je vais dire, moyenne. Je ne veux pas dire qu'elle est bonne, parce qu'elle n'est pas vraiment particulièrement bonne, mais elle n'est pas non plus mauvaise. Mais 15 heures, c'est une journée de travail, disons. Fait on peut arriver, si on est les utilisateurs compulsifs vont faire comme moi, c'est pas beaucoup. Donc, c'est un peu limité. Autre aspect qui nous laisse un peu sur notre appétit, 64 gigaoctets de stockage de base. Bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc c'est sûr que ce ne sera pas le top. Mais 64 gigaoctets en 2022, c'est pas beaucoup. Apple va dire, on offre à nos clients la possibilité de faire beaucoup de gestion de stockage en nuage grâce à iCloud. Donc, on peut déposer nos photos et là, il y a une espèce de gestion intelligente qui se fait dans l'appareil automatique qui va libérer de l'espace à mesure et tout envoyer ça sur le nuage. Évidemment, il faut payer pour iCloud pour avoir plus que 5 gigaoctets en nuage. Donc, c'est là où on se fait reprendre un peu. Ça coûte des sous, encore une fois. Donc, c'est un peu embêtant. Du bon côté des choses, on a intégré le processeur A15 Bionic du iPhone 13 actuel. Donc, les gens qui veulent un appareil, et je pense que c'est un peu ça le marché, qui veulent un appareil pour leurs enfants, mettons. L'adolescent là, qui arrive secondaire 2, 3, 4, et là, vous dites, bon, c'est peut-être le moment de lui, parce que tout le monde en a un, donc il faut en avoir un. C'est un peu ça l'espèce c'est comme ça que ça marche, hein, la pression des pairs, on disait ça quand j'étais plus jeune, peer pressure. C'est une alternative intéressante parce que le processeur garantit qu'il va peut-être vieillir un peu plus lentement que l'iPhone SE des générations précédentes qui, eux, duraient 1 an, 2 ans, puis là, ça commence à être lourd. Le processeur A15 Bionic est quand même extrêmement performant et ça paraît dans la façon dont les applications opèrent sur l'appareil. L'écran n'est pas très grand, mais on voit tout de suite les applications, quand elles ouvrent, elles bondissent littéralement dans l'écran. Les fonctions se font vite, le retouchage des images se fait bien. Il y a des choses comme ça qui se font très bien. Et ce processeur-là permet des choses au niveau du fonctionnement, par exemple, de l'appareil photo, qui n'étaient pas permises par les processeurs précédents chez Apple, notamment la reconnaissance de texte automatique pour de la traduction instantanée, entre autres, ou pour juste faire de l'intégration. On prend une photo d'une pancarte d'un commerce et automatiquement, l'information se numérise. Et là, on peut aller sur le site web, on peut appeler le téléphone sans avoir composé. Puis ça, c'est une petite fonction assez utile. Il y a différentes fonctions comme ça. Il y a de la retouche d'image aussi qui se fait grâce à ce processeur-là qui est plus simple. Évidemment, c'est un appareil d'entrée de gamme, donc il y a un appareil photo limité. Il n'y a qu'un seul objectif, ce qui est un peu à contre-tendance. Mais c'est un bon objectif, mais il est très limité. Puis moi, je fais la même critique qui vaut pour tous les téléphones. Ça prend un téléobjectif plus que 3x. Le grand angle, OK, c'est le fun. L'équivalent de 35 mm, mettons, c'est le fun aussi, mais 3x, c'est correct. Mais le zoom optique, après ça, pour aller à 10x, mais c'est toujours un peu ordinaire.
J'ai hâte de voir le jour où on va avoir un téléobjectif ajustable, comme les appareils photo, les bons vieux appareils numériques d'il y a maintenant une dizaine d'années, parce que je ne sais pas si les gens achètent encore ça, mais on en voit beaucoup moins. Ça serait intéressant. Évidemment, il n'y aura jamais ça sur un téléphone d'entrée de gamme comme celui-là, mais il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire avec un appareil photo comme celui-là, même si essentiellement, il va faire la job pour les gens qui veulent faire une petite vidéo rigolote sur TikTok, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont sur Instagram, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un appareil pro que les vrais. C'est une drôle de phrase que je vais faire. C'est pas l'appareil pro que les vrais influenceurs recherchent. Mais pour le commun des mortels, ça va faire tout à fait ce qui a besoin d'être fait. Évidemment, je parlais tantôt d'iCloud. Tous les services compatibles d'Apple, en fait, tous les services d'Apple sont compatibles avec ce téléphone-là. Là, ça inclut même Apple TV+, qui vient avec 1 an d'abonnement gratuit quand on achète l'appareil. C'est banal, mais ce n'est pas quelque chose qu'offrent les autres appareils. On ne peut pas avoir 1 an de Netflix avec un téléphone Samsung ou des choses comme ça. C'est un petit différenciateur intéressant. Est-ce que ça fait la différence? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai fait un petit comparatif pour le fun parce qu'on peut trouver chez les fournisseurs un iPhone SE, un iPhone 12. J'ai vu des iPhone 11 reconditionnés pour moins cher, pour 400 $. Donc, les gens qui veulent un produit Apple, absolument, il y en a beaucoup, on le sait, ont des options. Celle-là, c'en est une intéressante pour les gens qui sont peut-être moins des utilisateurs intensifs de leur appareil mobile, qui n'ont pas besoin du gros écran et de la grosse technologie. Mais qui veulent l'appareil qui va durer au moins 2 ans pour le prix. Donc, c'est peut-être cet angle-là et qui ne sont évidemment pas nécessairement soucieux de sortir ce téléphone-là et de dire « Hey, je n'ai pas l'appareil dernier cri parce que je ne peux pas vous le prouver, parce que c'est le boîtier du iPhone 8. » Cela dit, il y a un intérêt aussi, c'est que les vieux accessoires, les étuis, ces affaires-là, des appareils de ces années-là fonctionnent sur cet appareil-là. Donc, on peut migrer vers ce téléphone-là sans avoir à racheter un étui, sans avoir à racheter, il faut dire que c'est la prise Lightning, il n'y a pas grand-chose à part ça qui... Mais... les gens qui ont acheté l'espèce de bidule pour mettre un autre objectif ou des choses comme ça, il y a différentes. Il y a beaucoup d'enceintes Bluetooth là, qui sont peut-être pas nécessairement Bluetooth, mais qui ont l'espèce de port Lightning, tout ça, puis qui sont configurés avec un format plus petit pour le téléphone. Ben, ce téléphone-là marche avec ça. Il y a la recharge de mémoire, il y a la recharge sans fil, mais il n'y a pas le MagSafe, si je me rappelle bien. Ou alors, il n'y a pas du tout la recharge sans fil. Là, j'ai vraiment un blanc, c'est un peu embêtant, mais j'aurais aimé ça vous le dire et faire mon smart. Mais là, j'ai clairement. De mémoire, il n'y a pas le MagSafe. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas le MagSafe, il n'y a pas l'espèce de dément rond sur lequel on bloupe. Puis, je n'ai pas le souvenir, parce que l'iPhone 8 avait le recharge sans fil, mais l'iPhone SE ne l'avait pas. C'est plus simple de le brancher de toute façon parce que c'est jamais la recharge sans fil la plus avancée chez Apple. Ce n'est pas leur truc principal. Et bon, ben, vous savez, évidemment, il existe des appareils Quoique j'ai fait le tour des catalogues des fournisseurs, puis des appareils Android à 500 $, il n'y en a pas des tonnes non plus. Il reste essentiellement 1 ou 2 vieux Motorola. Donc, ça reste quand même assez limité de ce côté-là. Donc, c'est une offre. Écoute, pour le prix, surtout que les fournisseurs vont l'amortir sur 24 mois à un prix qui revient moins cher que la plupart des autres téléphones dans le catalogue. Ce n'est pas un mauvais choix. Ça reste un écosystème, là, Apple, donc il faut vivre avec ça. Mais sinon, je veux dire, il n'y a pas grand-chose de méchant à dire par rapport à ça, si on accepte le fait que ce n'est pas le gros écran des plus gros iPhones, des iPhones plus récents. Mais moi, j'aime bien la silhouette arrondie, le boîtier en verre, tout ça. C'est question de design, question de goût, mais sérieusement, pour les enfants, pas de problème. Je n'achèterai pas ce téléphone-là pour moi parce que je suis un utilisateur très pas compulsif, mais au contraire très, très régulier, très fréquent de mon téléphone pour plein d'autres affaires que juste regarder mes messages. Mais effectivement, c'est un téléphone d'entrée de gamme et considérez-le comme tel parce que ça ne va pas révolutionner votre utilisation du téléphone. Un téléphone d'entrée de gamme, mais avec le processeur d'aujourd'hui, ça, je trouve que c'est un avantage incroyable. Puis, je dirais qu'il y a des gens qui aiment un petit téléphone. Il y a des gens qui recherchent encore un petit téléphone. Du côté Android, je cherche là, un téléphone qui est de moins de 6 pouces de diagonale. Le OnePlus 10 Pro fait 6,9 pouces de diagonale. À côté de ça, le iPhone SE dernière génération est tout petit. L'écran est minuscule. Je te vois tenir le téléphone dans ta main, puis je suis comme wow! C'est petit. Oui, mais c'est vrai, tu as raison. Puis ça se compare avec l'iPhone 13 Mini aussi, qui est quand même 980 $. C'est vrai. C'est vrai. Qui a un format physiquement pas tellement plus gros ou pas tellement plus petit, à peu près similaire, mais effectivement, il y a plus d'écran parce que l'écran est mur à mur, mais il est beaucoup plus cher. Donc, c'est un iPhone 13 à la moitié du coût, sauf qu'il n'y a pas la caméra, puis il y a évidemment beaucoup de compromis, mais effectivement, c'est pas une mauvaise option, mais c'est une option qui a quand même sa niche, disons-le comme ça. Ah, puis je vais le dire parce que je viens d'y penser. Ça ici, là, c'est la petite bordure. Je pointe avec mes doigts sur le boîtier, le cadre autour des 2 écrans. C'est de l'aluminium, mesdames, messieurs, qui est recyclé. Et s'il n'est pas recyclé, il provient en bonne partie du Saguenay, de la belle région de Saguenay, mais il me semble que c'est plus proche du lac Saint-Jean. Mais en tout cas, c'est à vous de voir dans ce coin-là où est-ce que vous vous situez, mais qui est en fait le fruit d'un produit ça ne l'est pas encore, mais ça va le devenir. C'est produit par une compagnie
au Québec à partir de sources renouvelables. C'est un aluminium sans émission de carbone. J'enlève de l'équation toute la cueillette de la bauxite, qui est la première partie de la création de l'aluminium. Mais l'aluminium, ultimement, va être québécois dans l'iPhone SE. Donc, si jamais vous avez des petites fibres répatriatiques, une petite fleur de lys, comme on ne fabrique pas vraiment de téléphone au Québec, c'est le plus proche qu'on peut y arriver. La compagnie s'appelle Elysis. En fait, c'est une co-entreprise de Rio Tinto et de Alcoa, je crois, et du gouvernement du Québec. Je cherchais le nom, moi aussi. J'ai cherché dans mes notes rapido. Merci, Alain. Bien vu. Alors voilà, ça fait le tour pour cette semaine. Merci, Pascal, aussi, écoute, d'avoir été avec nous et d'avoir présenté un téléphone dont je suis déjà jaloux instantanément. Il est très chouette. Ben oui, écoute, c'est la fin pour cette semaine, n'est-ce pas? On va confirmer peut-être si on va avoir un épisode la semaine prochaine ou pas. Oh, je le souhaite. Parce que je serai au Vietnam. Je le souhaite parce que tu auras une belle surprise pour nous. Sinon, tu vas revenir, j'en glisse un peu trop, sinon tu vas revenir avec des belles choses à nous raconter, mais ce serait le fun que tu nous les racontes de là-bas. Ben, écoute, on va essayer. On l'a fait de Barcelone il y a 3 semaines et là, je vais être au Vietnam pour aller voir comment se crée une industrie automobile électrique de zéro, en fait, parce que le Vietnam n'en avait pas vraiment. Et là, tu n'as pas le choix qu'on le fasse. Là. Ben, tu sais que j'ai une balado auto ici chez C23, ça tient la route et c'est sûr qu'on l'a fait là-bas, l'émission. Et je vais essayer d'arranger ça parce que nous, on a un volet vidéo qu'on n'a pas chez Ça tient la route. Alors, je vais essayer de bricoler comme on a fait au Barcelone. Puis si ça fonctionne, on va se revoir la semaine prochaine et s'écouter aussi ou s'entendre. Sinon, on prendra une semaine de pause et on se reverra la semaine d'après. Mais entre-temps, allez écouter nos archives si vous voulez pas trop vous ennuyer de nous. Nos partenaires, oui. Nos partenaires, Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, de l'excellent café, de l'excellent web, de l'excellent réseau, C23 qui diffuse notre partenaire partout dans le groupe Cogeco, partout au Québec. Bonjour aux gens qui écoutent les stations du groupe Cogeco. Claude Hébert à la mise en onde, merci beaucoup. Alain McKenna, je te remercie. On peut te lire dans le Devoir un peu partout sur les réseaux sociaux. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut Pascal, merci beaucoup. Et on se revoit ou on se réécoute prochainement. Je ne sais pas encore quand, c'est un mystère, mais on se revoit bientôt à une tasse de tech. Salut tout le monde.